Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Juris Media. On est aujourd'hui en compagnie de Pierre Sévan-Schreiber Bonjour. et on va avoir, je pense, un podcast très intéressant parce que c'est un personnage haut en couleur qui a fait beaucoup de choses et un parcours qui, je pense, peut en inspirer plus d'un. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup dans le personnage. Eh bien, écoutez, on va voir si vos auditeurs seront d'accord avec vous. Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Pierre Savant-Schreiber, j'ai 68 ans maintenant. J'ai 5 enfants et 8 petits-fils. J'ai fait des études, alors une scolarité très moyenne, pour pas dire médiocre. J'ai redoublé 2 fois quand même. Vous connaissez pas beaucoup de gens qui ont redoublé 2 fois. Et je suis venu au droit, mais on en reparlera un peu par hasard. Et je suis avocat. J'ai prêté serment en France en 1978, à New York en 1980. Et voilà, je suis toujours avocat aujourd'hui. Ok, c'est top. Comment, si on devait prendre la chronologie de votre carrière, comment est-ce que t'en es arrivé à faire du droit? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a un truc qui caractérise probablement ma carrière, c'est que je n'ai rien planifié. Jamais. Il y a des gens comme ça qui ont un plan de carrière dans la tête. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Le droit, j'y suis venu parce que j'étais trop mauvais en maths. À la sortie du bac, d'abord j'ai fait mon service militaire pour m'en débarrasser et après je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai présenté l'examen d'entrée à Sciences Po que j'ai raté glorieusement. Ensuite, il ne me restait pas énormément d'options. Tout ce qui était sciences éco, il fallait des maths, enfin il n'y avait rien qui allait, sauf le droit qui était plus littéraire. Et à l'époque, il y avait, ça existe peut-être toujours d'ailleurs, des passerelles. Après la troisième année de droit, on pouvait rentrer soit à Sciences Po, soit dans des écoles de commerce. Oui, alors les écoles de commerce, n'en parlons pas, j'avais pas le niveau. Donc je me suis dit, bah, je vais faire du droit, puis dans 3 ans, je verrai bien ce que je fais. Et en deuxième année de droit, j'ai rencontré fortuitement le frère d'un copain qui était avocat et qui parlait de son métier avec énormément de passion. Et c'était pendant un week-end. Et il me dit, mais si tu veux, je t'emmène au palais, je te montrerai comment je travaille, etc. Bon, ouais, tiens, ouais, c'est sympa. Il m'a emmené au palais de justice, il m'a fait assister à des audiences. Et là, je suis tombé un peu amoureux du métier. Je me suis dit, mais quel métier extraordinaire, puisque on a un rôle social, parfois même politique, et en tout cas hyper important pour ses clients, parce que des parties très importantes de leur vie, voire toute leur vie, va dépendre de vous. Euh, donc vous voyez bien que c'était l'aspect plaidoirie qui m'attirait comme ça. Je disais, c'est incroyable, c'est une dramaturgie folle. Et la catharsis qui se passe dans la salle d'audience, elle a un vrai impact sur les gens. C'est pas du jeu. Et donc je me suis dit, voilà, je suis dans le bon métier. Ça tombe bien, je suis déjà en deuxième année de droit. Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Puis en troisième année, j'étais à Paris 1, comme vous. Là, j'ai eu Robert Badinter comme prof de droit pénal et Jean-Denis Bredin comme prof de procédure civile. Je me suis dit, en plus, il y a des pointures dans ce métier. Et donc voilà, je me suis dit, je vais être avocat. Et j'avais été quand même très marqué par la personnalité de Badinter, qui était non seulement à l'époque, en plus, vraiment à la pointe de la lutte contre la peine de mort, mais qui écrivait des livres et qui était associé du premier cabinet de droit des affaires en France qui s'appelait Badinter, Bredin, Pratt, Saint-Estébin, Lyon-Caen, devenu aujourd'hui Bredin-Pratt. Et je me disais, le fait de combiner comme ça le droit des affaires, dont je sentais bien que c'était intéressant, et puis que c'était intéressant financièrement, on ne va pas se cacher, mais aussi des grandes causes, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un parcours un peu comme ça. Voilà. Et, pardon, comme j'ai toujours été assez fasciné par les États-Unis à travers le cinéma, euh, des films comme Le Lauréat, Love Story, tout ça, qui se passaient sur des campus américains, je me disais, mais j'aimerais vraiment aller dans une fac américaine. Donc j'avais cet objectif-là aussi. Pas vraiment pour faire un élément de carrière important, mais parce que ça avait l'air trop cool, quoi. Donc j'ai rajouté la dimension américaine, là aussi pas comme plan de carrière, mais parce que c'était trop cool. Et puis finalement, ça a été un élément de carrière. C'est top. Donc,
tu es étudiant, tu es en 3e année, tu pars aux États-Unis pour continuer tes études. Ouais. À ce moment-là, dans ta tête, tu te dis plus, je vais rester aux États-Unis, je vais faire ma carrière là, ou je vais retourner en France? Non, je suis déjà décidé à retourner en France. Je viens d'une famille, du côté de mon père, juif ashkénaze par son père, allemand. Du côté de sa mère, ce qu'on appelait les juifs du pape, c'est-à-dire des familles juives qui étaient en France déjà au temps où les papes étaient à Avignon, donc ça remonte à longtemps, et catholiques espagnols du côté de ma mère, donc vraiment un mélange. Mais j'avais le sentiment que la diaspora, c'était pas pour moi, que vraiment mes racines étaient françaises. Je voulais avoir des enfants, et plutôt plus que moi. Et je préférais qu'ils soient fans de l'OM que des Knicks ou des Lakers et garder la culture française à laquelle je tiens beaucoup. Donc, j'avais déjà le plan de rentrer en France. Pas forcément tout de suite, mais oui. Et vous êtes resté longtemps aux États-Unis après vos 2 ans. études? Je suis resté 2 ans en tout, 1 an de LLM à Columbia, après 1 an dans un cabinet qui me proposait de rentrer chez leurs correspondants à Paris, avocat, ce qui pour moi était intéressant parce qu'à l'époque, il y avait 2 professions, avocat et conseil juridique. Et moi, même si je voulais faire du droit des affaires, je tenais à être avocat, je tenais à porter la robe, à pouvoir plaider et, comme Badinter, à défendre des causes auxquelles je croyais, quoi. Donc, j'avais choisi ce cabinet-là en grande partie pour ça, aussi parce qu'il servait le thé et les biscuits tous les jours à 5 heures. Je trouvais ça tellement distingué que quand j'ai été managing partner de Skadden des années plus tard, j'ai imposé qu'il y ait du biscuit et du thé servi tous les jours à 5 heures. Pour tout le monde, bien sûr. Et donc vous rentrez à Paris Ouais. après vos années d'études. Et est-ce qu'il y a un décalage entre tout ce que vous vous étiez imaginé? Énorme. Le décalage est énorme entre... Moi, je suis animé de la culture américaine du droit, tant par les études que par la pratique. J'adore ça, je trouve ça génial. Et la chute est brutale. D'abord, je suis passé 6 mois à Bruxelles pour faire du droit à la concurrence, ça c'était vachement bien. J'ai fait un stage, mais la dure réalité du quotidien de l'avocat à Paris, ça c'était assez brutal parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui étaient archaïques que je ne comprenais pas. Il y avait un truc qui s'appelait le dossier de plaidoirie. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire un dossier de plaidoirie? Il n'y a qu'à faire de bonnes conclusions, puis après bien plaider. Pourquoi faire un dossier de plaidoirie? Il y avait plein de trucs comme ça. Ma première expérience en droit pénal, je suis commis d'office pour un jeune garçon qui est accusé d'avoir cambriolé un appartement. Et le dossier est quand même pas terrible parce que l'un des 2 concierges de l'immeuble dit je suis pas sûr de le reconnaître dans le line-up. Sa femme, qui est concierge aussi, dit je suis sûr qu'il n'est pas dans le line-up. Il est dénoncé par sa petite amie qui est toxicomane et qui revient sur ses aveux. Donc, quand même pas grand-chose dans le dossier. Moi, je me dis, alors là, je vais me le payer. Et au moment de plaider, je plaide avec beaucoup d'emphase et de conviction sur la présomption d'innocence, etc. Le dossier est vide, il n'y a pas moyen de condamner sur ces bases-là. Et mon client prend 2 ans de prison avec un casier vierge. Donc là, je suis estomaqué. Comment est-ce qu'on peut prendre une peine pareille avec aussi peu de choses dans le dossier? Aux États-Unis, ça ne tenait pas la route une seconde. Et donc, je suis désolé et j'écris au client qui est donc en prison pour lui dire à quel point je suis désolé et que je lui conseille de faire appel parce que, voilà. Et alors, il me demande de venir le voir en prison, je vais le voir et il me dit oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer si on fait appel? Je dis honnêtement, si on reste sur cette ligne-là, à mon avis, vous allez prendre au moins autant, voire plus. Il me dit bon, mais si on dit que c'est moi, alors, comment vous dire je ne sais pas si c'est vous ou si c'est pas vous, mais si vous me dites maintenant que c'est vous, moi je ne peux pas plaider que c'est pas vous, parce que je ne peux pas mentir au tribunal. Toujours ma conception américaine de contempt of court, etc. Et il me dit, mais à ce moment-là, il faudrait plaider quoi? Je dis, à ce moment-là, il faudrait dire, je suis désolé, je suis tout jeune, voilà, j'ai déconné. Il me dit, bon, c'est moi. Mais je voudrais que vous me défendiez en appel. Et moi, je dis, bon, on va faire tout l'inverse. Et en appel, en effet, j'ai fait tout ce à quoi je ne croyais pas, c'est-à-dire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, mon client est contrit, il n'était pas du tout. Maintenant, il gagne sa vie, il avait quelques fiches de paye de la santé à coller des enveloppes.
Il ne se drogue plus, évidemment, il n'arrivait pas à s'en procurer en prison. Enfin, je trouvais ça pathétique et j'ai eu 1 an de moins pour lui. Donc je me suis dit, waouh, ok, donc c'est pas du tout la conception américaine de la justice et je vais arrêter de plaider, je pense que c'est mieux. Ah d'accord, donc le choc a été... Ouais, je suis pas bon à la plaidoirie, j'ai le trac, mes clients prennent tarif, donc alors je vais me concentrer sur le droit des affaires, ça va être bien mieux pour moi. Ok. Et vous avez plus jamais plaidé depuis? Non, si, j'ai plaidé. Alors, si vous voulez une autre anecdote, j'ai toujours été convaincu donc, que j'étais mauvais en plaidoirie. Et puis un jour, je suis pris comme conseil par la Société Générale euh, qui veut faire une OPA amicale sur Paribas. Pour moi, c'est un breakthrough, comme on dit en anglais. C'est une quand j'apprends ça, je fais le calcul rapidement. C'est la plus grosse OPA qui ait jamais eu lieu en France. Et c'est moi le conseil d'une des deux boîtes. Alors là, je suis chez Sullivan et Cromwell à l'époque. Mais pour moi, c'est majeur ce qui est en train de m'arriver. Bref, on fait l'opération et juste avant qu'elle ne se boucle, la BNP fait une contre-OPA, mais hostile cette fois, sur Société Générale et sur Paribas. Et ça devient un pastis invraisemblable. Bref, à un moment, il y a des avalanches de publicité des deux parties dans tous les journaux, magazines, etc., pour dire que leur projet est le meilleur, etc. Et la Société Générale publie une publicité pleine page dans tous les journaux pour dire que le projet de la BNP détruit de la valeur. Le patron de la BNP, Michel Pébreau, a un coup de sang. Il dit ça, ils sont allés trop loin. Demande à ses avocats de faire un référé pour faire supprimer toutes les pubs. Et c'est un lundi. Par courtoisie, le directeur juridique de la BNP appelle son homologue à la Société Générale en disant « Je vous fais délivrer une assignation d'heure à heure dans 2 heures, je voulais vous prévenir ». Il m'appelle et il me dit ça. Et je dis il me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis d'abord, il faut prendre un avocat pour plaider cette partie-là du dossier. Et il me dit on voudrait que ce soit vous. Alors que moi, j'avais fait venir Jean-Michel Darrois pour être sûr que si un jour on allait au tribunal, ce soit quelqu'un de plus expérimenté et de plus compétent que moi pour plaider, qui le fasse. Et là, je me dis, je m'en fous, je me jette à l'eau, je dis OK. Et j'ai plaidé donc le lendemain d'heure à heure. Ils m'ont demandé mon impression d'audience. J'ai une mauvaise impression. Le juge qui pose pas beaucoup de questions, qui est tout seul. Je me dis, c'est un juge qui est pas professionnel, tribunal de commerce. Au milieu de ce maelstrom médiatique, il peut avoir envie de se faire un coup de pub en condamnant la Générale. Et pour la Générale, au-delà des montants qui étaient importants, mais enfin on n'en était plus à ça près, l'image de faire de la publicité mensongère pour son projet, c'était insupportable. Donc la décision tombe, elle est négative. Ils me disent, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on fait appel tout de suite, on fait appel et on replaide le lendemain. Et ce jour-là, j'ai bien plaidé. Et à la fin de ma plaidoirie, les 3 juges demandent à l'avocat de la BNP, Maître, une question, est-ce que votre client a déjà commencé à exécuter le jugement d'hier? Je ne sais pas, Monsieur le Président, il faut que je me renseigne. Oui, Maître, eh bien alors renseignez-vous, car nous n'aimerions pas que votre client ait préjugé de notre décision. Et je me suis dit, ça sent bon. Et en effet, on a gagné. Et donc cette fois-là, on est en 1999. Pour la première fois, je me dis, je suis peut-être pas complètement mauvais en plaidoirie. Il s'est écoulé presque 20 ans entre les deux. C'est incroyable. Et entre les 20 ans, donc, si vous pouvez nous faire un peu la chronologie des cabinets que vous avez... Ouais. Alors d'abord, je rentre en France, je suis collaborateur d'un cabinet de 2 avocats, Jean-Pierre Duclos et Magali Thorne, qui n'ont jamais eu de collaborateurs avant, qui sont les correspondants à Paris du cabinet américain. Lui, il fait plutôt du droit des sociétés, droit des affaires, enfin droit des sociétés, et elle, contentieux propriété intellectuelle, etc. Je travaille surtout avec elle. Et là, j'apprends le métier à la base. C'est-à-dire qu'elle m'envoie faire les courses au palais, faire les audiences de procédure, aller au prud'homme à Longjumeau pour un client. Le travail de collaborateur de base. Et c'était un peu ingrat parfois, mais extrêmement formateur. Et puis, au bout de 4 ans, 3 ans, comme ça, je rencontre complètement par hasard des garçons de mon âge qui m'expliquent qu'ils sont en train de créer un cabinet et me demandent si je veux participer à la création de ce cabinet.
Ils étaient 4, donc ça faisait 5. On ne se connaissait pas, ou à peu près. Il y en avait 2 qui se connaissaient. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 30 ans. Ouais, c'est ça. Et puis, ça me dit tout de suite, ça me parle. Je me dis, ben, j'aime bien cette idée, on va être jeune, on va faire un peu bouger les lignes, on va pas se comporter comme les autres. Ouais, ça me plaît bien. Il n'y avait aucune garantie de rémunération, j'avais pas de clients, mais je me dis, tant pis, on se jette à l'eau. Et ça a été cette année vachement agréable, très enthousiasmante. Et puis voilà. Et au bout de cette année, euh, je commençais à sentir que il y avait un problème qu'on retrouve souvent dans les cabinets français, qui est l'ego des associés. Et que c'était de nature à freiner les ambitions que j'avais pour le cabinet. Pas que je cherche à partir pour autant, mais je me disais, c'est quand même dommage. Je vous donne un exemple. Le cabinet, à ce moment-là, le nom du cabinet, c'était Dubarry, Gaston Dreyfus, l'évêque, le Douarin, Servan-Schreiber, Éveil. Et moi, j'ai dit à mes associés, non mais attendez, c'est ridicule. Le temps que les standardistes, elles disent le nom du cabinet, le client, il a raccroché, quoi. Enfin, je vous propose qu'on raccourcisse, on va prendre Dubarry. C'est le premier dans l'ordre alphabétique. Jean-Claude Dubarry était prof de droit aussi. Il avait une demi ou une génération de plus que nous. Donc c'était bien, justement, voilà, on mettait les cheveux blancs en avant, et puis nous, on était égaux en dessous. Je trouve ça bien. Puis Dubarry, ça se prononce dans toutes les langues. Dubarry, Dubarry, alors que Gaston Dreyfus, le Douarin, vous perdez tout le monde, y compris les Américains. Eh ben non, mes associés, ils n'ont pas voulu parce que chacun considérait que leur nom était important sur le papier à lettres. Moi, j'étais là, ouais, enfin, le mien n'est pas exactement sans signification non plus, mais on s'en fout, quoi. On peut mettre ça derrière. Et non, bon. Comme je vous disais, pour autant, je ne cherchais pas à partir. Et puis un jour, un chasseur de tête, une chasseuse de tête m'appelle. C'était pas la première fois, mais je disais toujours non. Et elle me dit, bah, j'ai un cabinet américain qui cherche son futur associé français. Moi, je dis, écoutez, dites-moi qui c'est, parce que franchement, je sais pas, a priori, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, je ne peux pas vous dire son nom. Je dis, bon, bah, on s'est tout dit. Elle me dit, c'est vraiment un très, très beau cabinet. Et je dis, bah, dites-moi son nom. Non, je ne peux pas vous dire son nom. Alors, je dis, bah, on fait comment? Elle me dit, bah, dites-moi quels sont les cabinets avec lesquels vous accepteriez de parler. Intelligente. Et donc, je lui dis Skaden, parce que j'étais leur correspondant en France, j'étais devenu leur correspondant en France, que j'adorais ce cabinet, mais qui venait d'ouvrir un bureau à Paris. Et donc, et malgré tous mes efforts, ils ne l'avaient pas fait en association avec nous, mais avec Bredin Pratt, ce qu'on peut comprendre. Et je me disais peut-être qu'ils reviennent par derrière en disant alors tout ton cabinet, non, mais toi, viens avec nous. Ce qui, entre nous, aurait été super intelligent et aurait fait gagner beaucoup de temps. Je vais faire la parenthèse, donc je dis Skaden, et après je prends les premiers dans l'ordre du ranking, quoi. Donc il y avait Sullivan et Cromwell, Cravath, et puis un troisième qui était Wachtell Lipton, je crois, ou un truc comme ça. Et elle me dit ah, bah vous l'avez cité. Et donc là, j'étais pris à mon propre piège. J'ai dit, OK, je veux bien les rencontrer. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pour la première fois, j'ai dit à mes associés, j'ai eu un appel d'un chasseur de tête et j'ai pas dit non. Comme si je sentais qu'il y avait quelque chose d'important qui pouvait se jouer. À ma grande stupéfaction d'ailleurs, aucun de mes associés, sauf un et encore plusieurs semaines, voire mois après, ne me pose de questions. Et moi, je me disais, bah, les gars, si j'ai pas dit non, c'est que j'ai peut-être, potentiellement, je vais dire oui, et ça pose peut-être un petit problème s'il y en a un qui s'en va, non? Donc c'était Sullivan et Cromwell, et donc j'ai fini par dire oui. Et après avoir beaucoup hésité, parce que ces mecs-là étaient devenus mes potes. Il y en a un qui était le parrain d'un de mes enfants, moi celui d'un autre. On se voit encore. Mais je me suis dit un jour en prenant ma douche, it's a business decision. It's a career decision. Donc, il ne faut pas le prendre sur des éléments affectifs. Il faut le prendre sur des éléments de carrière. Et est-ce que je vais avoir un développement de carrière plus intéressant en étant chez Sullivan et Cromwell? Hell yeah. Et donc j'ai dit ouais. Et donc, je suis parti chez Sullivan et Cromwell. Très rapidement, je me suis dit, ces gens-là sont extrêmement bons, mais je ne me sens pas chez moi. C'est des gens qui ont... enfin, culturellement,
Je ne suis pas tout à fait comme eux et ils ne sont pas tout à fait comme moi. Mais j'ai appris énormément avec eux. Ça s'est très bien passé. Sauf qu'au bout de 3 ans, je ne suis toujours pas associé, mais je trouve ça normal parce que je n'imaginais pas à quel point ce métier était différent de celui que je faisais jusque-là. Donc je ne dis rien du tout, même si on m'avait fait miroiter une association en 3 ans. En quoi vous direz qu'il est différent? La pratique est différente. Quand vous êtes sur des dossiers qui sont des dossiers où se joue l'avenir de groupes qui pèsent des dizaines ou des centaines de milliards, la moindre erreur est interdite, quoi. Donc il y a une exigence, une quantité, une qualité de travail qui sont vraiment au top du top. C'est comme passer d'un restaurant très agréable de cuisine bourgeoise en province et puis vous rentrez dans une brigade d'un 3 étoiles à Paris. Ça va vous faire bizarre. Eh ben moi, ça m'a fait bizarre. Mais j'ai appris énormément. Et puis au bout de 3 ans, donc on me dit bah, pas cette année, je comprends très bien. Au bout de 4 ans, on me dit toujours pas cette année. Bon, là, je comprends un petit peu moins bien. Au bout de 5 ans, on me dit toujours pas cette année. Là, je commence à être consterné parce qu'entre-temps, j'ai apporté beaucoup de développement à ce cabinet, qui m'a apporté beaucoup aussi, hein, mais quand même, là, je me dis. Et à la 6e année, je dis non, mais là, je m'en vais, quoi. Si je ne suis pas associé cette année, je m'en vais. J'ai été fait associé et je suis parti 1 an après, voilà, pour rejoindre Skaden, qui culturellement était plus proche de moi. À quelqu'un qui me disait mais je comprends pas, attends, c'est 2 cabinets new-yorkais qui font le même genre de droit. Comment t'expliques la différence, quoi? J'ai dit, j'avais du mal à expliquer. Alors j'ai fini par dire, ben, Sullivan et Cromwell, c'est comme la ville de Boston et Skaden comme la ville de New York. Boston, c'est probablement une ville qui a donné plus de sénateurs, de juges de la Cour suprême qu'aucune autre ville américaine. C'est là où il y a le MIT, il y a Harvard, c'est l'excellence absolue. Quand on est étranger et qu'on va à Boston, on est reçu très courtoisement, mais on ne fait jamais partie. You never belong. On n'est pas allé dans les écoles où il fallait aller, on n'est pas dans les clubs où il faut aller, on ne porte pas le nom qu'il faut aller, donc on est gentil avec vous, mais ça s'arrête là. New York, c'est le melting pot, tout le monde vient de partout, personne n'est new-yorkais depuis 3 générations, ça n'existe pas. Et si on veut bosser, on est bienvenu à New York, et on est new-yorkais, même si on parle avec un accent, même si on est de telle ou telle religion ou origine, on s'en fout. You work and that's it. Et donc, Skaden, c'est New York, et Sullivan, c'est Boston, et moi, je me sens mieux à New York. Voilà. Et donc vous avez fait toute votre carrière après à... Après, j'ai fini voilà, donc 7 ans avec mes petits associés de la rue Le Tasse dans le 16e, 7 ans avec Sullivan et 14 ans avec Skaden, ouais, qui furent 14 années absolument formidables, quoi. C'est top. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je vais me lancer seul, je veux pas de cette vie-là, je veux pas rester travailler pour un cabinet, je veux mon truc, je veux mon nom? Non, jamais, parce que je n'aime pas travailler seul. J'adore travailler en équipe. Le truc que j'ai regretté en partant de chez Skaden pour faire autre chose, c'était mes équipes. J'adorais travailler avec ces gens-là. Moi, j'avais l'impression, c'était tous des jeunes collaborateurs, et moi, j'avais l'impression d'être Lewis Hamilton. J'arrive, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon casque et les gants, la bagnole, elle est prête, elle est réglée au poil. Enfin, c'était tous des garçons et des filles de grande qualité. Chacun apportait sa personnalité, ses connaissances, ses compétences. C'était magique. J'adore ça. Alors, vous me direz, maintenant que je suis médiateur, je suis tout seul. Oui, c'est vrai. Mais non, ça n'a jamais été un rêve d'être avocat solo. Puis qu'est-ce que c'est dur. Parce que on peut compter absolument que sur soi. Et dans une vie professionnelle, il y a forcément des ups and downs, hein. Il y a des moments ça va, des moments ça va moins bien. Et quand ça va moins bien, il vous suffit, je sais pas, d'être malade ou d'avoir une dépression, un divorce qui se passe mal, je sais pas quoi, et votre chiffre d'affaires s'en ressent. Quand vous êtes seul, c'est directement dans la poche que ça se ressent. Quand vous êtes une équipe, eh ben, le moment bas de l'un correspond à un moment haut de l'autre et ça se compense. C'est dur, je trouve, d'être seul. Ouais. Mais il y a des gens qui aiment ça et qui excellent, hein. Donc, et d'ailleurs, il y a tellement de modèles différents d'exercice de la profession d'avocat que s'il y en avait un qui était meilleur que les autres, il aurait éliminé les autres. Tout peut se faire. On peut être tout seul et très bien réussir.
On peut être, et à des gens comme moi, ça fait peur. Au contraire, être associé dans une structure comme Skaden, qui a des centaines d'avocats, d'associés et des milliers d'avocats, ça peut faire tout à fait peur à des gens qui se disent, moi, je vais être un rouage dans une usine. Et en réalité, on peut toujours trouver ce chaussure à son pied dans ce métier. Ça fait partie des avantages. Et si c'était à refaire, vous le referez? Pareil. Ouais. Tout pareil. Ouais, tout pareil. On va passer maintenant un peu plus à la phase où vous êtes médiateur, Ouais. maintenant, depuis 7 ans. Ouais. C'est quoi un médiateur? Un médiateur, c'est quelqu'un qui va travailler avec des parties qui sont en désaccord pour essayer de les mettre d'accord. Voilà. Ça, c'est la définition du médiateur. Pourquoi est-ce que ça marche? Souvent, les parties vous disent bah, attends, si nous, on ne s'est pas mis d'accord, je ne vois pas pourquoi ce type-là, qui ne nous connaît pas, qui ne connaît rien à ce qu'on fait, va nous mettre d'accord là où nous on n'y est pas arrivé. Parce que systématiquement, quand on va chercher un médiateur, on a essayé de trouver une solution avant et on n'y est pas arrivé. Donc il y a cette espèce de réticence. Eh bien, la réponse à la question pourquoi ça marche, elle se trouve dans la théorie de la communication de l'école de Palo Alto dans les années 60. C'est des Américains qui ont pondu la théorie de la communication qui va donner d'ailleurs l'informatique. Il y a des branches de cette école qui sont parties dans la cybernétique, l'informatique, la robotique et la thérapie systémique familiale. Tout ça en partant d'une même théorie. Ben, quand vous avez un cercle de communication, donc entre les parties à un procès par exemple, ou au sein d'une famille, et que ce cercle tourne en rond, c'est-à-dire que il n'y a plus d'interaction positive, que les interactions donnent toujours le même résultat. Et on a tous vécu ça en voyant des gens qui disent moi j'en ai marre, hein, c'est toujours pareil. À chaque fois que remplissez le blanc, eh ben remplissez le blanc. Quand vous avez ces éléments-là, vous savez que vous avez un système qui tourne sur les mêmes et qui ne produit plus rien de positif parce que on retombe dans l'ornière systématiquement. Et là, vous interposez un tiers. Donc, dans la thérapie systémique familiale, c'est un thérapeute. Dans la médiation, c'est un médiateur qui est complètement indépendant, qui est extérieur à tout ça. Et le simple fait d'ajouter ce tiers va forcer les parties à sortir de l'ornière, c'est-à-dire à dire les choses autrement, puisqu'il y a ce type ou cette femme qu'on ne connaît pas, qui est indépendant, donc il va falloir lui expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Et rien que ça détourne le cercle vicieux de la communication qui tourne en rond. À partir de là, ça ne suffit pas à trouver la solution. Il faut que cette personne ait une interaction positive avec tous les éléments. Donc, ça demande des qualités beaucoup plus psychologiques que techniques, juridiques ou autres. Moi, je pense que tout le monde peut être un bon médiateur, même si on n'est pas avocat, même si on n'est pas juriste, même si on n'est pas ancien juge, dès lors qu'on a de l'empathie, de la capacité d'écoute pour les gens et la volonté de trouver des choses qui vont les aider. Et ça en fait un métier absolument merveilleux. Et comment on en arrive justement à cette transition de passer de avocat à médiateur? Ouais. Alors d'abord, il faut savoir que Skaden a mis en place, très peu de temps avant que je parte, 3 ans avant, je crois, un système de retraite optionnelle qui consistait, idée géniale, à dire aux associés, plutôt qu'on vous mette à la porte à 65 ans, âge de la retraite, soit vous allez rester avec nous jusqu'à 70 ans, soit vous allez décider vous-même, quand vous partez en retraite, à condition que vous ayez au moins 55 ans et au plus 62 ans, et on va vous faire un chèque pour vous aider à faire autre chose ailleurs. Seule obligation, clause de non-concurrence, c'est-à-dire c'est pas pour aller dans un autre cabinet, évidemment. Mais autrement, vous faites ce que vous voulez. Et sur le moment, je me suis dit, c'est pas pour moi, parce que je suis très content dans ce que je fais. Et puis petit à petit, l'idée a germé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qu'avocat? Parce que ce qui est vrai, c'est que donc, je faisais beaucoup de fusion-acquisition et que, à part les grands dossiers comme celui que j'évoquais tout à l'heure, ou ArcelorMittal, des guerres boursières comme ça qui sont absolument palpitantes parce que c'est la guerre sans victime, donc c'est rigolo. Je commençais à en avoir un peu fait le tour, quoi, de la énième clause de garantie de passif. Voilà, bon. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?
Et avant de décider d'être médiateur, j'ai eu une autre idée, mais qui n'a pas marché, qui était d'être agent d'artiste, ou plus exactement, de diriger la filiale ou la succursale française des grandes maisons d'agents d'artistes américaines. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul de ces métiers de service professionnel, professional services comme disent les Américains, qui reste encore très morcelé, avec des personnalités extraordinaires, comme Bertrand Labbé ou Dominique Besnéard, etc. Et puis des tas de petits cabinets, de petites agences, de gens qui ne connaissent pas le milieu américain, qui ne connaissent pas la façon de penser américaine, pas plus que les Américains ne comprennent la façon de fonctionner en France. Le fait de savoir ce que c'est que le final cut aux États-Unis par rapport au rôle du metteur en scène en France, il faut quelqu'un qui traduise, parce que là, ils ne se comprennent pas du tout. Je me suis dit, ben voilà, j'ai fait ça pour les avocats, être le patron en France d'un cabinet, je vais faire ça pour les avocats. J'ai parlé à des gens de ce monde-là, de ce milieu-là en France, et tous m'ont dit, c'est une super idée, et ça te va très bien, vas-y. J'ai réussi à décrocher un rendez-vous avec deux des très très grosses agences américaines, et, dont la numéro 1. Et j'ai eu un rendez-vous de 20 minutes avec l'un des 3 managing partners, et je l'ai totalement convaincu. Il faut dire que là, j'étais pumped up. J'avais répété le truc dans ma chambre d'hôtel, etc. J'étais préparé comme jamais. Et je l'ai convaincu. Et il m'a dit, waouh, c'est super. I trust my instinct, and my instinct tells me this is a really fucking good idea. Et I'll get back to you. Et moi, je suis sorti de là. J'étais content comme tout. Et il m'appelle 15 jours après en me disant, je suis absolument navré. Vous m'avez complètement convaincu. Je n'ai pas réussi à convaincre mes associés. Et donc, ça ne s'est pas fait. Et là, un peu déçu, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais faire quoi ? Et la médiation s'est imposée d'elle-même parce que j'ai toujours été beaucoup plus un deal maker qu'un deal breaker. Moi, quand il y a des gens qui disent, alors, il me faut un avocat pour tel dossier, mais alors, il me faut un pitbull. Hein. Je me dis, mais que c'est con. Mais que c'est con. Non, il faut un bon avocat. Alors dis-moi quel est ton problème et je vais te dire quel est le bon avocat pour toi. Mais ce n'est pas forcément un avocat qui va aboyer. Combien j'en ai vu ? Je ne citerai pas de nom, par confraternité, qui étaient des pitbulls et qui étaient mauvais, mais juste mauvais. Et qui se faisaient une réputation devant les caméras, etc. Mais qui, sur le dossier, j'étais là, mais en fait, tu ne connais pas bien ton dossier, quoi, c'est nul. Et moi, au contraire, je mettais du liant. Et j'essayais de trouver des solutions. Et les clients et les banquiers d'affaires m'aimaient bien pour ça. Et en particulier lorsqu'il y avait des familles qui vendaient une affaire ou qui achetaient une affaire, parfois les deux, et des groupes familiaux dans lesquels il y avait souvent de grosses tensions, parce qu'il y a souvent des tensions dans les familles, ça c'est pas un scoop, mais plus vous rajoutez d'argent, plus les tensions sont importantes. Et moi, je m'entendais toujours bien avec tous les gens de ces familles-là. Et même quand ils ne se parlaient pas entre eux, ils me parlaient à moi. Donc, je faisais le go-between. Et à tel point qu'il y avait des banquiers d'affaires qui, quand il y avait une famille dans un dossier, venaient me chercher moi. En Pierre, il va se débrouiller avec la famille. Comme ça ira mieux. Et donc, à la lumière de tout ça, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas être médiateur dans les groupes familiaux ou dans les groupes tout court. C'est génial. Donc ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait complètement naturellement. Vous ne voyez pas, à l'époque, continuer plus que ça ? Non, je me suis dit, j'arrivais à la date limite de l'exercice de l'option de retraite de Skaden, qui était 62 ans. Donc à 60 ans, j'ai dit, non, en fait, c'est maintenant. Et je voyais bien que... Alors j'avais fait beaucoup d'enquêtes internes. Ça avait commencé avec l'affaire Kerviel pour la Société Générale. Puis après, tous les dossiers des grandes banques françaises contre les autorités américaines pour des histoires de commerce avec des pays blacklistés, etc. Je les ai traités, pas seul évidemment, mais j'ai travaillé pour la BNP sur le dossier qui a donné lieu à un paiement de 8,9 milliards, pour la Société Générale, pour le Crédit Agricole, etc. Mais je trouvais ça plus amusant et plus intéressant que les fusions-acquisitions à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré Antoine Garapon et on a coécrit et co-dirigé ce livre d'Île de Justice qui a été une super expérience. Et donc ça m'amusait plus. Et donc mon chiffre d'affaires en fusion-acquisition baissait et qui n'était pas compensé par le reste.
Et là, je me suis dit aussi, mon Pierrot, il y a un moment, ça ne va pas le faire. Je faisais en plus de plus en plus de trucs qui n'étaient pas facturables, le Conseil de l'ordre, la défense des demandeurs d'asile devant la CNDA, la défense des tribus Hopi amérindiennes pour la préservation de leur héritage culturel, etc. Ça me passionnait, mais ce n'est pas facturable. Et donc, les Américains, si sympas qu'ils soient, il ne faut jamais oublier que ce qui compte, c'est le bottom line quand même. Et je me suis dit, siège éjectable, je vais partir maintenant que je suis encore bien, plutôt que de continuer à avoir mon chiffre qui baisse et de me retrouver avec un choix horrible. Soit je continue à bosser comme ça jusqu'à 70 ans, soit je pars dans de mauvaises conditions. Voilà. Et vous avez eu du mal à développer votre clientèle au début ou pas? De médiateur ou d'avocat? De médiateur. La réponse serait la même pour les deux. Oui, c'est jamais simple de développer une clientèle. Il n'y a pas de recette qui marche à tous les coups. Il faut utiliser un peu tout. Mais il faut surtout, si je devais donner des conseils à de jeunes avocats, il faut surtout bien se connaître soi-même, accepter qui on est, ses qualités, ses défauts et ses super pouvoirs. Alors, c'est quoi les super pouvoirs? C'est les trucs qu'on fait plutôt mieux que les autres. Et j'ai rencontré tellement de gens qui sont convaincus qu'ils n'en ont pas, en fait, qu'ils ont beaucoup de défauts, peu de qualités et en tout cas aucun super pouvoir. Ça, je crois que c'est l'héritage de notre éducation qui consiste à toujours nous expliquer pourquoi on est nul. En réalité, on a tous des super pouvoirs. Donc, si vous pensez que vous n'en avez pas, mettez-vous devant une glace et demandez-vous si vraiment vous n'avez jamais à un moment pensé de vous-même, ah, ça c'était pas mal. Bon. Et si vraiment ce n'est pas le cas, demandez à des gens qui vous aiment, c'est quoi les moments où tu te dis, waouh, pas mal, même si c'est des moments triviaux. Si ces gens-là vous disent, oh ben non, jamais, alors peut-être faut repenser la qualité de la relation que vous avez avec ces gens-là. C'est pas forcément des gens qui vous aiment vraiment. Mais vous allez voir qu'ils vont vous dire, ah bah, le jour où tu as fait, je sais pas, un discours pour le mariage de machin, c'était à mourir de rire, ou un jour, dans la cour de récré, j'étais dans la merde, tu es venu te battre avec moi, je me suis dit, waouh, je n'attendais pas à ce que quelqu'un vienne à ce moment-là. Quoi que ce soit, ou la recette je sais pas, de galette des rois que tu fais, j'en ai jamais mangé comme ça. Quoi que ce soit, vous avez des super pouvoirs. Et ceux-là, il faut les connaître, et c'est ça qu'il faut travailler. Parce que dans notre éducation, on passe notre temps à dépenser de l'énergie pour corriger ses défauts. Mais c'est complètement con, parce que si on n'est pas très bon, par exemple à l'oral, se donner un mal de chien pour arriver à être correct, on aura bien mieux fait de concentrer cette énergie là où on est déjà bon, par exemple dans l'analyse, et là devenir un super analyste. Et avec ça, on va faire la différence. Et puis aussi, il faut être très généreux. Généreux de son temps, généreux de ses idées. Il ne faut pas essayer au début de capter tel client ou tel dossier ou de gagner un peu plus de fric. Non, il faut donner. Et quand on donne, on reçoit. On est quasiment dans la philosophie là. Mais c'est vrai. Hein. Non, non, je suis totalement d'accord. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Donc, vous avez fini un boulot, vous êtes dans un cabinet, vous avez fini un dossier, vous avez rendu le rapport ou les conclusions qu'on vous demandait. Avant de vous barrer, demandez aux gens avec lesquels vous travaillez, l'associé, mais aussi les autres collabs, il y a un truc que je peux faire pour vous, magique. Parce que 3 fois sur 4, on va vous dire non, sympa, merci. Non, non, là c'est bon. Mais les gens vont enregistrer que vous êtes là et que vous êtes volontaire pour les aider. Et ça, on fait appel au cerveau néo-reptilien. Hein. Quelqu'un qui se propose de m'aider, je l'aime. Ça, c'est sûr. Parce que le jour où je suis dans la merde, je sais que je pourrais compter sur lui. Et 1 fois sur 4, on va vous dire, ah ben oui, tiens, putain, c'est gentil de demander. Tu veux pas faire ça? Ok, vous allez rentrer plus tard que ce que vous aviez prévu ou envie. Mais les gens vont pas l'oublier. 9 fois sur 10. Et la fois sur 10 où les gens oublient, bah, ces gens-là ne sont pas dignes d'intérêt et vous les laissez tomber. Mais les 9 autres fois, vous aurez marqué des points. Et plus vous marquez des points, plus vous donnez envie aux gens de travailler avec vous. Et c'est comme ça qu'on fait de la clientèle. C'est quand on donne envie aux gens de travailler avec vous. Au début, c'est avec vos collègues immédiats, les collabs, le senior, machin. Et petit à petit, ça va être avec les gens de l'équipe chez votre client qui travaillent le plus directement avec vous. Et ces gens-là, bah, ils vont grandir en même temps que vous grandissez. Et un jour, c'est vous qui vont appeler et pas votre associé. Ouais.
Et est-ce que tu dirais que c'est l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les jeunes avocats qui viennent de se lancer ou pas? Non, je suis pas sûr que je pourrais dire ça. Euh, De pas assez donner justement de son temps? Ou même si non, parce que là, tu parles d'avocats qui décident de se lancer. ouais, Donc déjà, ça veut dire avoir une certaine ambition, un certain courage, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça demande du courage. Donc ces gens-là, ils comprennent très très vite que pour réussir, ouais, il va falloir se sortir, voilà, et bosser et aller chercher le client, le dossier, le truc et le machin. Ce qui est plus, comment dire, étonnant, pour pas dire inquiétant, chez des gens de génération plus proche de la mienne, c'est de voir des collaborateurs qui se comportent beaucoup plus comme des salariés que comme des avocats. C'est-à-dire, il y a un rush terrible, le client il dit ah, putain, il y a ça qui nous est tombé dessus, il faut absolument qu'on ait réagi, je suis désolé, mais c'est pour lundi. Et le collaborateur qui vous dit ah, mais moi je peux pas, j'ai l'enterrement de vie de garçon de mon pote. Alors là, pour les gens de notre génération, c'est. T'as pas compris le métier en fait. Parce que là, tu me plantes, donc moi je vais devoir passer le week-end. Euh, Ça fait partie du métier, mais toi, tu vas aller rigoler. Mais le client, moi, je vais pas lui expliquer que j'ai, je sais pas, la sortie d'école de ma fille et puis ma femme qui voulait qu'on aille dans une guinguette sur la Marne. Hein. Sinon, je perds le client. Si je perds le client, à quoi ça sert que je fasse ce métier? Donc, pour reprendre ta question, le principal défaut que je verrais chez des jeunes avocats et que j'entends de plein de sources différentes dans les cabinets, c'est ce côté un peu salariat, quoi. Un peu, bah non, voilà, moi je travaille que jusqu'à quelle heure, on m'a pas dit de faire ça, donc je le fais pas. Ce qui, pour nous, est préoccupant, parce que le client, il n'accepte pas ça. et maintenant que quand même tu as beaucoup d'expérience que ce soit dans le métier d'avocat ou de médiateur, c'est quoi un regret presque si tu devrais en trouver un que tu regrettes une qualité que tu regrettes de ne pas retrouver dans ta profession de médiateur maintenant? Que de ne pas retrouver chez qui? Non, chez toi, Chez moi. une, quelque chose qui te manque de ton métier d'avocat? Non, je te dis, le travail avec les équipes que j'ai adoré, mais en même temps, j'ai une liberté de dingue. Je pars quand je veux, je prends pas une mission si j'ai pas envie de la prendre. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu veux pas me prendre comme stagiaire, mais je demande pas un sou, c'est juste pour voir comment tu travailles, etc. Mais rien que ça, moi j'ai la responsabilité de nourrir intellectuellement, professionnellement cette personne, de lui apprendre des choses, de lui filer de la matière à travailler. Bah, c'est une responsabilité dont j'ai plus envie. Donc non, je préfère être tout seul. Donc, tu vois, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Mais aujourd'hui, non, il y a rien qui me manque vraiment. Puis alors, je vais te dire, le rôle de médiateur, c'est assez savoureux quand on a été avocat, parce que quand tu es avocat, tu es quand même là pour servir ton client, quoi qu'il. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, même si c'est le week-end, même si c'est tard le soir, si tu veux vraiment décrocher la place que tu penses mériter, bah, il faut se donner. Quand tu es médiateur, c'est toi qui décides de tout. C'est plus ton client. Parce que tes clients, d'abord, ils ne s'entendent pas entre eux et chacun paye tes honoraires. Donc, tu n'as pas un client, tu en as deux. Et au contraire, toi, tu dois rester très neutre entre les deux. Et c'est toi qui décides quand on se voit, où on se voit, combien de temps ça dure, etc. Et parfois, si j'ai prévu de ne pas être là pendant une semaine, eh ben, il n'y a pas de médiation pendant cette semaine. Et puis c'est tout. Je préviens avant. Comme ça, si les gens, ça ne leur va pas, eh ben, ils peuvent trouver un autre médiateur. Mais moi, je décide de ma vie et puis c'est eux qui s'adaptent. C'est pas l'inverse. Ça, c'est du luxe énorme. Ouais, bah, j'imagine. Et est-ce que tu trouves que c'est moins stressant quand même ou pas? Ah, c'est une bonne question parce que un des trucs que j'étais vraiment content de laisser derrière moi, c'était le stress. Parce que ouais, la vie dans les cabinets d'affaires de très haut de gamme, c'est stressant. Ça, faut pas se raconter d'histoire. Et quand je suis parti, si tu veux, j'ai eu l'impression de faire. Ouh, j'ai réussi à m'en tirer sans me prendre d'énormes gadins. Parce qu'il y a des moments, tu vois, le truc et tu dis, putain, là, je prends des risques. En fait, tu vois, c'est tellement sensible, les dossiers sur lesquels on travaille, que tu dis, si je fais une erreur, ça m'est arrivé une fois, hein, mais heureusement, il y a un associé plus senior que moi qui l'a trouvé. Euh,
L'anecdote, ok. Euh, on travaille pour Philips, qui vend sa division téléphone portable. Et la société d'en face, on négocie avec eux, et les négociations avancent. Et puis, sauf qu'elle s'arrête un jeudi soir parce que le vendredi, le patron de l'équipe d'en face va faire une course croisière. On est en Angleterre, la course du Fastnet. Donc, on ne peut pas travailler ni le vendredi ni le week-end. Bon, très bien, on rentre chez nous dans le taxi. Le PDG de Philips nous appelle en disant alors, vous ne rentrez pas chez vous, vous allez à New York et on négocie avec une autre boîte. Et OK, donc moi, je prends le Concorde et on se retrouve tous à New York et on négocie tout le week-end avec une autre boîte. Et à un moment, c'est la 3e nuit où je dors peu. Il y a une négation qui arrive dans une phrase. Sur ma vie, je ne sais pas comment elle est arrivée là. Et je ne l'ai pas vue. Et elle change le sens de la phrase. Et donc de l'obligation. Et donc du contrat. Et heureusement, l'associé... Alors en plus, c'est tragique parce que l'associé historique de Philips a été mis sur la touche par l'équipe du client qui voulait me garder moi et pas lui. Et moi, je n'étais pas associé, hein, j'étais counsel à l'époque. Et ils me disent, le vieux, là, t'es gentil, tu lui demandes de sortir, on va pas payer pour lui, c'est toi qui t'en occupes. Moi, j'étais là, t'imagines comment tu peux être emmerdé quand on te demande à toi, pas associé, de virer un des plus anciens associés de la boîte. Et quand on était... et donc, j'ai dû lui demander ça, j'étais mortifié. Et quand on était à New York, il est quand même revenu un peu discrètement, et c'est lui qui a repéré la faute. Et là, alors là, que j'ai pas été fait associé cette année-là, je peux comprendre. En même temps, on peut dire, attends, c'est une connerie. Oui, mais à ce niveau-là, non, l'erreur n'est pas acceptable. Donc, ouais, tu prends des risques et j'étais content de ne plus avoir ce stress-là. Il y a quand même un stress quand on est médiateur. Ça, c'était un peu une découverte au départ. Je me suis dit, oh, c'est fastoche, j'arrive, messieurs, mesdames, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Bon, bah, très bien, blablabla, je discute et puis on va mettre tout le monde d'accord et puis peinard. Ben non, c'est stressant quand même. D'abord parce qu'on est sous le feu croisé du conflit. Tu vois l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le cercle, avec donc le conflit qui est comme ça. Tu arrives comme médiateur et clac, ça se retourne et là tu prends le conflit, même s'il ne t'est pas adressé, mais tu sens la tension. Et alors dans les groupes familiaux particulièrement, ça peut être parfois d'une violence très 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 aiguë. Et tu es là, tu es au milieu et tu prends, que tu le veuilles ou non, enfin sauf si tu fais pas bien ton métier, c'est-à-dire que tu t'en fous. Mais si tu le fais bien, c'est-à-dire que tu rentres en empathie avec les gens, tu prends quand même beaucoup de leur stress. Et c'est stressant un peu quand même. Moins. Puis tu n'as pas les mêmes horaires, hein. Mais ouais, il y a du stress. Ouais. Et moi, j'aimerais juste revenir sur la fusion-acquisition, parce que tu en as fait beaucoup. Ouais. Comment est-ce que pour les gens qui nous écoutent, comment tu définirais ça? Et c'est quoi l'a priori que les gens ont le plus? Parce que les gens ont une image très floue de ce que c'est. Ouais. Et c'est quoi l'a priori justement que tu trouves que les gens ont le plus souvent? L'a priori que les gens ont le plus souvent, c'est que bah, c'est une histoire d'argent. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Dans une acquisition, donc tu as une société, plus rarement un individu ou un groupe d'individus, qui achète une société. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes de problèmes qui émergent. Et c'est ça qui est intéressant dans cet aspect du métier, c'est que tu as des aspects sociaux, tu as des aspects économiques, bien sûr, financiers, de financement, tu as des aspects de responsabilité, tu as des aspects de synergie. Quels produits qui vont être faits comment à partir de là, et puis des problèmes humains, tout simplement, et notamment au niveau des dirigeants, tu vois, parce que quand il y a une fusion, très souvent, tu te retrouves avec des postes en double. Et le groupe, une fois fusionné, n'a pas forcément besoin de 2 directeurs financiers, 2 directeurs juridiques, 2 directeurs des ressources humaines. Donc il y a des gens qui vont sauter. Et là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et la complexité de l'ensemble et le fait de devoir maîtriser l'ensemble, sans parler des problèmes de communication qui sont importants dans les dossiers de fusion-acquisition, très importants dans les OPA et ultra importants dans les EPA hostiles. Et donc, il faut
Il faut être à l'aise avec tous ces concepts-là pour arriver à dégager une solution. C'est fou. Et euh, tu fais beaucoup de choses en dehors du métier d'avocat Mhm. et même de médiateur dans ta carrière. En dehors de ça, tu fais beaucoup de choses pour toi. T'es oléiculteur. Oléiculteur, ouais. Comment? Pourquoi? Comment c'est arrivé? C'est arrivé complètement par hasard parce qu'il y avait un terrain d'1 hectare à vendre à côté de là où j'avais ma maison dans le Midi, que mon cousin Germain fait une huile qui est là, pour moi l'une des toutes meilleures en France. Il était de l'autre côté du Rhône. Je lui dis si j'achète ce terrain, est-ce que tu m'aides à faire un peu d'huile? Il me dit oui, bien sûr. Il m'a appris. J'ai commencé à faire de l'huile et honnêtement, je l'ai trouvée super bonne parce que je voulais faire la même huile que lui. Et donc, nos huiles sont cousines germaines comme nous sommes cousins germains, donc elle est proche de la sienne. Et honnêtement, elle était très bonne. Et après, le hasard a fait que, alors je la commercialisais sur Internet comme ça, et puis un jour, j'invitais le directeur juridique de Renault à déjeuner dans un restaurant étoilé. Et je lui apporte une bouteille d'huile d'olive. Et le maître d'hôtel me dit ah, c'est pour nous, comme c'est gentil. Alors, je lui dis non, c'est pour mon invité. Il me dit mais je plaisantais, monsieur Servan-Schreiber, bien entendu. Et pendant le déjeuner, je me dis ah oui, pourquoi est-ce que j'en offrirais pas à quelques chefs étoilés, mais pas dans le bottin, ceux pour lesquels vraiment je me dis waouh, là j'ai immensément de respect. Et c'est ce que j'ai fait dans l'après-midi. Le premier qui m'a écrit, c'était Alain Passard qui m'a dit ton huile est fine, soyeuse, elle va aussi bien avec le poisson que la viande rouge, ce qui est rare. Merci de m'en livrer 3 caisses. Et ça a commencé comme ça. Et puis il y a eu Vigato chez Apicius, il y a eu Pierre Gagnère, il y a eu Yannick Aleno pour qui j'avais fait une édition spéciale avec un coffret noir et or et une bouteille inspirée des bouteilles de parfum. Enfin bon, je me suis éclaté dans ce truc-là. Et évidemment, à partir du moment où tu as des chefs étoilés qui te font confiance, ça marche tout seul, quoi. C'est incroyable. Et puis parce que tu sais, l'huile d'olive, euh, c'est à peu près le seul aliment au monde qui n'est que positif. Tu peux pas avoir une overdose d'huile d'olive. C'est ce qu'on appelle du bon cholestérol. Tu n'as pas de sucre, évidemment. Ça va avec tout, ça donne du goût à tout. Y a rien de négatif dans l'huile d'olive. Il n'y a pas de sucre. C'est du gras, oui, mais comme je disais, c'est du bon gras. Puis tu n'en mets jamais des tonnes non plus. C'est dégueulasse si tu en mets des tonnes. Et donc, tu parles d'huile d'olive, tu partages de l'huile d'olive, tu donnes de l'huile d'olive, et les gens ont le sourire tout de suite. C'est que du positif. Donc, ça crée du lien. Et oui, c'est un oléagineux, donc ça met de l'huile. Et les réactions des gens, les relations des gens sont incroyables. Presque trop. Parce que, comme j'ai eu la faiblesse d'en parler, j'ai très rapidement été catalogué comme le mec qui fait de l'huile d'olive. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, c'est pas très très bon comme image, tu vois, dans ce métier qui est quand même un métier dur, hein, le métier du monde des très grandes affaires, d'être le mec qui est dans ses oliviers en Provence, quoi. Ça fait pas très sérieux. Et tu sais quoi, ça a peut-être participé aussi à ma décision d'arrêter de faire ce métier de fusion-acquisition et d'avocat d'affaires, parce que je me suis dit, ça commence à se voir que j'aime bien faire d'autres trucs et que ça commence à me saouler un petit peu de faire des clauses de garantie de passif. Voilà. Tu parles d'huile d'olive comme tu parles de ta carrière, quoi. Il y a autant de passion. Ah bah ouais, mais c'est tellement bien l'huile d'olive. Ouais. Bah, ta famille aussi en fait, tu me l'as dit, donc tu sais ce dont je parle. Bah ouais, bien sûr. T'es aussi éditeur, t'as une maison d'édition. Ouais, alors ça c'est une histoire très rigolote aussi. Quand j'étais petit dans cette maison, je faisais de l'huile d'olive. Donc j'ai 5 enfants et il y avait toujours les copains des enfants et il y avait une petite fille qui habitait dans le village dont les parents étaient amis avec le jardinier de la maison. Et elle venait passer une partie de l'été chez nous parce qu'il y avait une piscine et qu'il y avait des tas de mômes de son âge. Et cette petite fille devient une jeune fille. Et un jour, cette jeune fille entre dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Marseillais. Et puis l'année suivante, elle y retourne. Et là, je me dis, ah bon, elle commence à faire un peu carrière là-dedans. Je suis sûr qu'elle ne lit pas les contrats qu'on lui fait signer. Et je l'appelle et je lui dis, tu sais, si tu veux que je regarde tes contrats, évidemment, gratuitement, je le fais volontiers. Et elle me dit, ah bah mon Pierrot, je veux bien parce que tu sais, ils nous font signer ça au dernier moment. On est en train de monter dans l'avion. Moi, je lis pas et tout. Je lui dis, bah, envoie-moi les trucs.
Et alors, pour l'anecdote, le premier contrat qu'on lui demande de signer, elle dit: ah ben non, il faut envoyer ça à mon avocat. Mais ton avocat? Mais pourquoi tu as un avocat? Mais c'est toujours le même contrat pour tout le monde. Et puis, on est comme une famille. Qu'est-ce que... Non, non, mais moi, j'ai un avocat. Vous le montrez à mon avocat. Ah bon, c'est qui ton avocat? Pierre Servan-Schreiber. Oh merde, se disent les mecs. Donc, on me propose une réunion avec le directeur juridique du groupe et tout. Les mecs, ils sont comme ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous faire des procès. Alors, je leur ai dit tout de suite: non, non, alors, attendez, calmez-vous. Je ne suis pas là pour foutre la merde. Juste, j'ai 2 ou 3 questions et puis on va très bien. Et puis, on y est très bien arrivé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être son conseiller juridique sur des trucs où elle me disait: ben tiens, il y a Cyril Hanouna qui me demande de rentrer dans son émission, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'étais la personne avec laquelle elle pouvait discuter de tout ça. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit: mon Pierrot, il y a M6 qui voudrait écrire l'histoire de ma vie. Je dis: bah, envoie-moi le contrat. Je regarde, elle me dit: non, mais ça ne m'intéresse pas. Je dis: bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Bah, que tu l'écrives, toi. Et moi: pardon? Elle dit: bah oui, moi je fais des fautes, toi tu fais pas de fautes quand tu écris, donc tu peux l'écrire. Et je lui dis: mais j'ai jamais écrit de bouquin. Elle me dit: bah t'écris toute la journée, donc tu dois bien y arriver, hein, on ne te demande pas de la littérature. Ah, je dis: ok, mais alors il va falloir un éditeur. Elle me dit: bah c'est quoi? Je dis: bah c'est quelqu'un qui va prendre le manuscrit et puis qui va dire: là c'est un peu court, là ça mérite d'être renforcé, là au contraire c'est un peu long. Mais tu peux pas le faire ça, toi? Bah, et là je réalise que c'est ce que je fais toute la journée avec des contrats, des conclusions, des mémoires et des trucs. Je dis: ah, si, je peux peut-être y arriver, mais bon, après, je sais pas, après, il faut imprimer le bouquin. Mais avec tous les bouquins qu'on a écrits dans ta famille, tu vas trouver un imprimeur. Ouais, d'accord, mais alors après, bah, la distribution, je n'ai pas de force de distribution. Me dit: mon Pierrot, j'ai 5,5 millions de followers. Et je me suis dit: oh la vache. Et là, j'ai compris cette génération, très habituée aux réseaux sociaux. Elle s'appelle Jessica, elle est dans l'émission Les Marseillais, et c'est une des plus grosses influenceuses françaises. Et ces gens-là, et elle en particulier, et je ne parle pas pour tous les gens qui font la télé-réalité ou les influenceurs, loin de là, mais elle et son mari, ils n'ont pas beaucoup d'éducation, mais ils sont super smart. Et elle et son mari, ils ont compris plein de trucs, notamment le fait qu'il y a des gens qui ont un métier qui vaut quelque chose et on s'en sert, mais il y a des tas de gens, on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée. Si on peut le faire soi-même, faisons-le. Et après, on se sert des réseaux sociaux. Et donc, j'ai écrit, je suis allé l'interviewer, et puis j'ai écrit le manuscrit, si tu veux, de son bouquin, qu'évidemment, elle a relu, etc. Et c'est elle l'auteur, mais bon, et que j'ai édité, et qui a cartonné. On était 2e derrière Sarkozy dans les non-fictions de l'année. Et puis, on en a fait un 2e qui a cartonné aussi. Voilà, donc c'est ça. Alors, je suis un bien modeste éditeur, j'ai juste fait ces 2 bouquins-là. Incroyable, c'est incroyable. Mais c'était rigolo comme expérience. Ouais, bah, j'imagine. T'as aussi 5 enfants. Ouais. Comment tu fais pour faire tout ça et gérer ta carrière? Parce que pour beaucoup, quand on est avocat, on fait que ça, on est dedans, on s'arrête pas. Comment tu fais pour gérer tous ces projets, quoi? Alors, moi, la question que j'entends à travers ta question, c'est comment tu fais pour t'occuper de tes enfants quand tu fais autant de trucs. Mes 5 enfants, je touche du bois, ils sont bien dans leur vie, ils sont bien dans leur métier, ils sont bien dans leur couple. Ils ont les 4 premiers des enfants avec lesquels ils sont bien. Et surtout, ils s'entendent bien entre eux. Ils s'entendent bien avec leurs parents. Donc ça a un prix, enfin ça n'a pas de prix, justement, quand on est parent. Alors comment on y arrive? Bah, d'abord avec l'épouse, avec leur mère, qui s'est beaucoup occupée d'eux quand moi j'étais pas là, qui était institutrice à mi-temps, donc elle avait une activité, mais c'était pas du tout aussi prenant que la mienne. Et c'est la combinaison de nos 2 personnalités, du temps qu'on y a consacré, surtout elle, mais moi un peu quand même. Hein, quand les 3 premiers, je changeais leur couche et je faisais une nuit sur 2. Après, je commençais à mieux gagner ma vie et à en avoir un peu marre. Donc, c'est vrai que là, j'ai moins fait pour les autres. Mais c'est vraiment, on a été un couple familial qui fonctionnait très bien et les enfants ont pu grandir grâce à ça. Si j'avais une femme qui avait été banquier d'affaires chez Goldman Sachs, je ne pense pas qu'on en aurait eu 5 et je ne pense pas qu'ils seraient comme ils sont aujourd'hui.
Donc la solution, c'est vraiment... Le travail du couple, ouais. quoi. Sinon, c'est dur, je trouve. C'est très dur. Et j'en profite pour rendre hommage à toutes les femmes qui travaillent, parce que la charge mentale, j'étais avec ma fille tout à l'heure qui a un restaurant à Paris qui s'appelle Papille et qui vient d'ouvrir un café qui s'appelle Papillote. Et la charge mentale des femmes, c'était quelque chose que nous, les hommes, on peut intellectuellement l'envisager, mais tous les jours, moi, quand je la vois, je suis béat parce qu'il faut s'occuper de tout le temps. Les vêtements, etc., les vêtements sales, les loisirs des mômes, le truc, le machin, le devoir, est-ce qu'il a été fait? Oh là là, mais c'est fou ce qu'il y a en plus du boulot. Donc, quand il y a une femme... enfin, quand un des deux éléments du couple, quand les deux éléments du couple travaillent autant, je trouve que c'est très très dur, quoi. Et si tu devais donner les moments forts de ta carrière, qui ont fait ce que tu es devenu et ce que tu es, ce serait quoi? Euh, Il y a le moment où il y a le moment où je suis admis à Columbia. Là, je me dis quand même, ça, c'est un game changer. Tu vois, une des 3 plus grandes facs américaines. Au-delà de mon délire de je veux faire comme dans les films et aller sur le campus, Columbia, ça le fait. Donc le jour où j'ai ouvert l'enveloppe qui me disait que j'étais admis, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Le jour où j'ai été admis au barreau de New York, parce qu'on était très peu à passer le barreau de New York à l'époque, donc je me suis dit, ça me distingue des autres. Euh, il y a eu le jour où j'ai rencontré mes associés, qu'on a créé notre cabinet. Le jour où j'ai rencontré Skaden, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, waouh, alors les mecs, ils portent le métier d'avocat à un autre niveau. Euh, et puis, le jour où je suis devenu associé chez Sullivan et Cromwell, j'étais le premier associé non-américain de l'histoire du cabinet. Tu vois, je me suis dit, alors ça a mis plus de temps que je ne l'aurais voulu et que je ne le trouvais légitime, mais quand même, ce jour-là, tu es quand même plutôt fier. Le jour où j'ai rentré le dossier Société Générale Paribas, parce que voilà, la plus grosse OPA de l'histoire, c'est à toi qu'on la confie, tu te dis, ouais, c'est bien. Pareil, le jour où, cette fois j'étais chez Skaden, j'ai rentré le dossier Arcelor contre Mittal, alors que je connaissais ni Arcelor ni Mittal. Euh, Deuxième plus grosse OPA de l'histoire. Là, ouais, j'étais content. Voilà. Donc il y a des moments comme ça qui sont des moments très forts de kiff, quoi, et qui compensent les moments de galère. Ouais. Et euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes avocats qui nous écoutent, aux jeunes tout court qui nous écoutent et qui voudraient avoir cette carrière, qui voudraient faire... Alors, faut suivre son instinct beaucoup, qui est quand même le meilleur guide. Enfin, moi, je demande beaucoup de conseils tout le temps aux gens autour de moi sur plein de trucs, peut-être trop même. Mais pour autant, je finis par prendre ma décision tout seul et j'utilise quand même beaucoup mon instinct. Euh, Sinon, il y a un truc qui m'est très difficile de dire parce que j'ai peur que ce soit mal interprété, mais j'ai toujours été très paresseux et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup guidé. Mais ce que je vais dire est absolument horrible, mais j'ai toujours privilégié les vacances par rapport au boulot. Alors c'est complètement contradictoire à ce que je te disais tout à l'heure du collaborateur qui dit moi je ne peux pas rester ce week-end, j'ai mon enterrement de vie de garçon. Ça c'est un truc que j'aurais jamais fait. Mais j'ai fait quelque part des trucs qui sont peut-être pires, c'est-à-dire, ok, je dirais même pas le nom tellement j'ai honte, mais je rentre un des très 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 gros dossiers de ma carrière une semaine, une semaine avant le départ d'un tour du monde à moto en relais auquel je devais participer à l'étape inaugurale, c'est-à-dire avec la presse et tout. Et c'est 4 motos qui vont faire le tour du monde en changeant de pilote tous les 15 jours. Et là, normalement, j'aurais dû dire non, mais attends, je viens de rentrer ce dossier énorme, c'est mort, et puis voilà. Mais c'est ce que je fais dans un premier temps. Et j'appelle l'organisateur et je lui dis, je suis vraiment désolé, mais voilà. Et il me dit, écoute, moi aussi j'ai un problème professionnel. Viens, on prend le départ le jeudi à Séville. Et à Marrakech, on lâche les motos, on trouvera 2 pilotes pour nous remplacer et nous, on fera une autre étape plus tard. Et il me dit, mais tu peux pas ne pas être là au moment du départ. Et je dis, OK.
Et donc, j'appelle mes deux jeunes associés qui travaillaient avec moi sur le dossier. Et je leur dis, bon, alors, je ne vais pas être là de jeudi à dimanche, mais vous allez très bien gérer ça tout seul. Et ils me regardent, genre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, non, mais voilà. Bon, alors je vous le dis à vous deux, mais vous ne le répétez pas. Je vais partir en moto en Afrique. Et là, ils sont consternés. Genre, mais tu peux pas faire ça. Et ouais, si, en fait. Et puis, je vais le faire, mais vous allez couvrir. Et ils me disent, OK, on te couvre, mais te plante pas, parce que là, on aura du mal à expliquer, quoi. Et voilà, je suis parti, je suis revenu, personne n'a rien vu, et j'ai pris le départ de ce tour du monde à moto comme j'en rêvais. Je suis pas sûr que je peux donner ce genre de conseils, tu vois, franchement. Mais au bout du compte, voilà. Ça aussi, ça explique comment ça s'est bien passé avec mes enfants. Je suis toujours parti en vacances avec eux l'été, et vraiment chill vacances, quoi. Il n'y a que l'année Société Générale Paribas BNP, ça s'est terminé le 30 août. Là, cette fois, je n'avais pas pris de vacances. Tous les autres années, je suis parti. Donc c'est Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. suivre son instinct, quoi. Ouais, pas perdre de vue les deux. C'est-à-dire, si on veut bien réussir dans ce métier, soit par ambition personnelle, soit pour gagner sa vie, soit quoi que ce soit, et si on veut avoir une vie privée riche et satisfaisante, il faut jamais perdre de vue ni l'un ni l'autre. Et donc, essayer de trouver l'équilibre sur la corde raide entre les deux, mais en permanence, en fait. Et en permanence, ça veut dire des sacrifices, des choix. Ouais, totalement. Euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, ce serait quoi les qualités que devrait avoir un bon avocat? La qualité essentielle d'un avocat. Euh, Waouh. La qualité essentielle d'un bon avocat, je pense que c'est d'abord des qualités humaines. Euh, c'est comprendre qui on a en face de soi, que ce soit le collab avec lequel on bosse, l'associé pour lequel on bosse, son client, l'adversaire, l'avocat de l'adversaire, que sais-je. Comprendre qui sont les gens et trouver le bon niveau de relation avec ces gens. Encore une fois, c'est pas du tout d'être teigneux ou agressif. Là, dans l'art de la négociation tel qu'il est enseigné à Harvard, il y a cette règle fondamentale qui est be hard on the issues and soft on the people. Ça marche dans tous les aspects de la vie. Il n'y a jamais besoin d'être désagréable ou agressif avec les gens qu'on a en face de soi. En revanche, défendre les idées, les positions, les arguments, oui, mais on peut le faire en étant très aimable. Et ça, c'est une qualité d'avocat. Parce que à travers la bonne relation qu'on va entretenir avec les autres, on va en fait mieux défendre les intérêts de son client. Parce que plus tu te comportes de façon dure ou agressive avec les gens, plus ils vont réagir comme les êtres humains qu'ils sont avant d'être les professionnels, c'est-à-dire pourquoi tu m'agresses? Moi aussi, je vais t'agresser. C'est comme ça que tu as des gens pour une place de parking qui se mettent des coups. Alors que si tu leur parles bien, s'ils sentent qu'ils ont affaire à un être humain qui leur parle comme un être humain, qui leur parle agréablement, gentiment, alors l'argument que tu vas opposer à une demande ou pour justifier ta position va passer beaucoup mieux. Donc je pense que c'est d'abord des qualités humaines qu'il faut travailler. Et après, évidemment, il faut un minimum de technique, de compétences, d'expérience, etc. Mais s'il n'y a pas ces qualités humaines-là, à mon avis, on ne peut pas vraiment être super bon. Ouais. Et moi, je pense qu'on va arrêter le podcast là-dessus, mais c'est ma dernière question. C'est quoi l'accomplissement dont tu es le plus fier Mes enfants, il n'y a aucun doute. et dans ta carrière? D'avoir eu, tu vois, c'est que des trucs pas facturables, d'avoir eu pendant un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, le plus fort taux de réussite de décision d'obtention de statut de réfugié devant la CNDA dans l'association Pierre Claver que François Sureau a créée. Et la relation que j'ai eue avec la tribu des Indiens Hopi à l'occasion
de la défense de leurs intérêts devant les tribunaux en France qui m'a donné une vision de la spiritualité et de la philosophie que je n'avais pas eu jusque-là. Tu peux nous en parler plus? Ouais, tu as 3-4 heures devant toi, là. Je vais essayer de faire dans la version la plus raccourcie qui soit. On fait du pro bono chez Skaden. Il y a une plateforme qui distribue les demandes de pro bono. On reçoit, comme tous les autres cabinets, une demande d'une ONG qui dit comment est-ce qu'on peut empêcher une vente aux enchères en France. Question bizarre s'il en fut. Un de mes collaborateurs me dit moi je veux bien le prendre. Aussitôt je me dis c'était passé comme ça, tu vois, aussitôt qu'il dit ça je me dis et oui, on sait que c'est pour une tribu d'Amérindiens, c'est tout ce qu'on sait. Et aussitôt je me dis oui, il a raison, c'est super intéressant. Donc je lève le doigt le premier, on a le dossier, on se rend compte qu'il y a une vente aux enchères à Drouot le vendredi de masques sacrés de cette tribu amérindienne. Qui, elle, n'a rien demandé. Elle a juste énoncé un communiqué en disant que leur cœur saignait parce que pour eux, ces masques sacrés, ce sont des êtres non vivants, mais des êtres qui relient les vivants et les morts, les dieux et les humains, les parents et les enfants, la pluie et la récolte, enfin toute une dimension spirituelle. Et cette ONG dit peut-être que nous, on peut faire un recours. Et avec mes deux collaborateurs, Léon Delforno et Quentin de Margerie, qui sont tous les deux aujourd'hui associés chez Temim, on prend ce dossier et pour faire une très longue histoire courte, on n'arrive pas à convaincre le juge d'empêcher cette vente parce qu'il n'y a aucun texte de loi en France qui interdit à quelqu'un de vendre un objet et que la notion de sacré n'existe pas juridiquement en France. Et donc on perd. À ce moment-là, Quentin me dit qu'il va aller voir la vente aux enchères. Pris d'une intuition, je lui dis tiens, je te donne un budget de 4 000 €. Si tu peux m'acheter un des masques, je vais arrêter de les appeler des masques parce que les Indiens n'aiment pas ça, ce sont des kachinas. Je lui dis si tu peux en acheter un, je le restituerai à la tribu. Il m'en achète un. Je fais un compte-rendu au conseil tribal OPI le soir même. Et là, déjà, c'est un moment incroyable quand tu entends ces gens qui parlent une langue millénaire que tu ne comprends pas, mais dont tu as déjà entendu la sonorité, et que toi, tu es au milieu, par téléphone, mais au milieu de ces gens-là, qui sont très sombres, parce que ces objets ont été vendus. Je leur dis que j'en ai récupéré un pour eux. C'est absolument pas salué par de la joie, mais par quoi, qui veut dire merci. Et ils me proposent de venir le rapporter moi-même, parce qu'ils ne veulent pas confier ça à des transporteurs, à l'occasion de la Home Dance. Et donc, c'est comme ça que je suis allé là-bas par un 14 juillet. Mon avion se pose, il pleut. Moi, je suis consterné. J'ai loué une moto, évidemment. Je suis motard avant tout, donc j'ai loué une moto, mais je n'ai pas d'équipement de pluie. Donc, j'arrive avec mes réflexes occidentaux. Il pleut, c'est le drame. Et en fait, pour eux, le fait que j'arrive avec la pluie, c'est le signe que je suis un ami. Et tout de suite, à l'aéroport, il y a deux femmes indiennes qui m'attendent. Elles me voient avec le sac dans lequel j'ai ce masque sacré. Elles fondent en larmes. Et elles me mettent de la farine de maïs bénie sur le sac à dos. Et elles tracent un trait devant mes pieds. Et elles m'invitent à franchir ce trait. Et là, tu rentres dans un autre monde. Parce que la spiritualité, le rapport aux autres, à la nature, à l'univers, est tellement incroyable que j'ai vécu un truc de fou. Je pourrais en parler pendant 2 heures. Je termine simplement en disant qu'il y a eu une deuxième vente, qu'on a de nouveau essayé de l'empêcher, mais que cette fois, différents mécènes, ayant appris par le New York Times, rien de moins ce que j'avais fait la première fois, m'ont appelé en me disant on veut faire la même chose. Et donc, la deuxième vente, j'étais avec Léon Delforno à ma gauche, le conseiller culturel de l'ambassade américaine à ma droite, avec 2 oreillettes avec 2 personnes différentes et une personne dans la salle qui était en communication avec la fondation Annenberg. Et on a raflé tous les katsinas et on les a tous rendus à la tribu. C'est génial. C'était chouette. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Où est-ce qu'on peut te suivre
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, Alors, mon compte Instagram, c'est vraiment des cartes postales parce que je fais pas mal de voyages, surtout à moto. Et j'aime bien prendre des photos, des petits films. Sinon, LinkedIn. Et puis, j'ai un podcast, moi aussi. Nous sommes confrères déjà dans ce domaine-là, qui s'appelle Parole de lawyer, dans lequel voilà, je fais des partages d'expériences, un peu des conseils, et qui marche bien. Je suis content. Voilà, donc tout simplement, et qui se trouve sur toutes les plateformes habituelles. On mettra tous les liens en description. Merci de nous avoir écoutés. C'était Juris Media. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à bientôt dans un prochain épisode. Merci Mehdi de m'avoir invité, c'était super, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Bah, moi aussi.